La transition énergétique, ça se passera de gré ou de force. Là, on a vu la question degré. Est-ce que à 2 degrés, est-ce qu'on choisit de sortir du carbone ou des énergies fossiles? La question suivante, c'est est-ce que le changement et la sortie des énergies fossiles a des chances de se faire de force? C'est le vieil épouvantail du pic pétrolier. Il est de retour. C'est une question qui a été rendue obsolète par le boom des pétroles de schiste, nous disent beaucoup d'observateurs. Et on a un peu l'impression que cette question du pic pétrolier est maintenant hors sujet. Je vais vous donner quelques indices montrant que c'est peut-être un petit peu hâtif de conclure ça. Donc le boom des pétroles de schiste, à plus proprement parler des pétroles de roche-mère ou du tight oil, comme on dit aux États-Unis, et la planche de salut pour l'industrie pétrolière dont on sait maintenant, dont l'Agence internationale de l'énergie nous répète depuis plusieurs années qu'elle ne peut plus compter sur le pétrole conventionnel, le pétrole liquide classique, pour augmenter la production. Donc il faudra compter sur les pétroles non conventionnels ou extrêmes, dont la source la plus généreuse à ce stade sont les pétroles de roche-mère. Alors il y a un phénomène nouveau que vous n'êtes pas sans ignorer, c'est le contre-choc pétrolier dans lequel nous sommes rentrés depuis l'automne de l'année dernière, avec des cours du baril qui ont été divisés par plus de 50%. Et la nouvelle là, qui vient de tomber, qui vient de donner Washington la semaine dernière, c'est que le boom du pétrole de roche-mère qui a été permis par les prix hauts est arrêté. Hop, je vais prendre ça plutôt, ce sera plus pratique. Donc là, vous avez la cause du phénomène, vous en avez entendu parler, une réduction drastique des activités de forage dans le pétrole de schiste. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, vous en êtes au courant. Vous savez que si on veut maintenir une production élevée de pétrole de roche-mère par la fracturation, il faut en forer en permanence. Donc là, vous avez les derniers chiffres à jour donnés par Baker Hughes. On voit, par exemple, au Texas, et globalement, qu'aux États-Unis, l'activité de forage a été grosso modo divisée par 2 en l'espace d'une saison, de quelques mois. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec des phénomènes climatiques, puisqu'il y a un ralentissement en général dans le Nord Dakota pendant l'hiver. En fait, vous voyez que ça concerne l'ensemble des États américains, y compris les États où il fait plus chaud. Bon, alors là, vous avez une vision approximative, c'est un peu flou, mais je ne sais pas si vous arrivez à lire, du break-even de rentabilité. Alors, c'est pas de la science exacte, mais on considère que globalement, à $80, il y a à peu près la moitié un peu moins de la moitié des sites d'extraction qui restent rentables. Là, vous voyez que au niveau où on est actuellement, c'est-à-dire $50, a priori, il n'y a plus grand-chose de rentable. Et donc, ce qui se passe, c'est ça. Vous avez ici donc la production américaine depuis les années 20, le pic pétrolier de 1970 du pétrole conventionnel et la résurgence totalement spectaculaire de la production américaine avec le boom du pétrole de schiste. Et là, si vous regardez tout au bout, vous avez un tout petit drop qui correspond au mois de janvier. C'est les derniers chiffres consolidés qu'on a, les mois de janvier 2015. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce petit drop-là indique que pour Washington, le boom des pétroles de schiste s'est arrêté. Et maintenant, vous voyez là, les évolutions de production, et maintenant Washington table sur une stagnation et éventuellement une reprise au 3e trimestre 2016. Donc en soi, cette stagnation est un élément très important au dossier de la capacité de l'industrie pétrolière mondiale à augmenter ses capacités de production. La source principale d'augmentation de la production pétrolière de ces dernières années, les pétroles de schiste, leur boom est arrêté. Sachant que c'est la forme, on s'est rendu compte qu'à la faveur du contre-choc pétrolier, que le pétrole de schiste est parmi les sources de pétrole non conventionnelles sans doute la moins chère, ou en tout cas une des moins chères. À cet arrêt-là correspond un arrêt, ou en tout cas un très fort ralentissement des investissements, par exemple au Canada,
dans les sables bitumineux. On sait que du côté du Brésil, il y a de très grosses difficultés, notamment pour Petrobras, pour continuer à financer le développement de sa production. Donc, et pour rester sur c'est tout, c'est crude oil, donc c'est 100 NGL, je crois. Là, ici, crude oil pour Washington, je crois que c'est 100. Ouais. Donc, le pétrole de schiste, pour l'instant, la même administration qui a produit ces chiffres-là reste circonspecte quant à leur évolution future. Avant l'effondrement des cours du baril, le scénario de référence de Washington tablait sur un pic de la production totale américaine avant 2020, faute de réserves suffisantes. Vous constaterez l'écart énorme qu'il y a entre le scénario de référence et le scénario dit de autres sources disponibles. On parle ici du scénario rendu public, ouais, c'est ça, c'était il y a un an. Et ça, c'est la vision d'ensemble dont je vous parlais tout à l'heure. Cette planche de salut que seraient les pétroles de schiste, c'est ça. Globalement, aux États-Unis, c'est à peu près 3 millions de barils jour sur une production mondiale qui est de 90 millions de barils jour et qui est pour l'essentiel constituée de pétrole conventionnel, dont vous voyez que depuis 2005, elle a des difficultés, pour dire le moins, à être maintenue. Donc, si vous enlevez les pétroles non conventionnels, comme vous le savez, le pic du pétrole conventionnel est franchi. Et vous retrouvez cette notion sur ce graphique. Donc si ici ça s'arrête, voilà, on rentre à nouveau dans une nouvelle période de ce feuilleton de l'évolution difficile de la production pétrolière mondiale. Alors ici, vous avez un élément, une pièce au dossier très importante. Vous avez ici une comparaison entre l'évolution des capitaux investis dans le développement de la production pétrolière mondiale. Non, pardon, excusez-moi. Là, on parle des compagnies, des majors cotées. Donc vous avez les acronymes ici. Principalement les compagnies, ce qu'on appelle les majors occidentales. Donc vous voyez ce qui se passe. On met de plus en plus d'engrais et les récoltes sont de plus en plus mauvaises. On a là encore un indice. Ce pic-là, ce pic des CAPEX, c'est probablement l'élément le plus éclairant à mon sens dans cette histoire, c'est que la plupart des majors ont annoncé une diminution de leur CAPEX avant l'effondrement des cours du baril, pour des raisons de défaut de retour sur investissement. C'est-à-dire que les majors ont consenti pendant la période d'augmentation radicale des cours du baril, des investissements énormes pour maintenir leur production, et ça a échoué. Et là, ce pic-là, il date de janvier 2014, donc 6 mois avant le début du glissement des cours du baril, où, pour des raisons tout à fait rationnelles, la plupart des majors, toutes les majors en définitive, ont dit, bon, on n'a pas de retour sur investissement dans le développement de la production, donc on va ralentir. Et ça, c'est un effet qui s'est produit lorsque le baril était à $100, à plus de $100. Lorsque notamment, par exemple, Total a remis sur l'étagère un projet de développement à 10 milliards de dollars dans les sables bitumineux, lorsque le baril était à $110, en disant à $110, ça ne passe pas. Donc vous comprenez bien qu'aujourd'hui à $50, voilà. J'avance rapidement. Alors donc voilà, continuons à dézoomer. Qu'est-ce qui se passe si on n'investit pas suffisamment? Là, vous avez le déclin, ce qu'on appelle le déclin naturel de la production mondiale, si, hypothèse d'école, on arrêtait complètement d'investir. Donc nous sommes rentrés dans une époque, depuis plus d'une décennie maintenant, dans une époque nouvelle de l'histoire des industries d'extraction pétrolière, où si l'on ne fait rien, la production, globalement, décline, puisqu'on tape essentiellement dans des zones pétrolifères dites matures, c'est-à-dire dont la production est exploitée depuis longtemps, et qui peuvent soit au mieux maintenir leur production, soit décliner. Donc vous voyez quand même ce déclin naturel est tout à fait prononcé, il est de l'ordre de 5-6% par an selon les estimations. Si on ne fait rien, là on est en 2012, en 2020 on perdrait à peu près la moitié de la production mondiale. Ce sont les fameux, pour ceux qui sont familiers du dossier, ce sont les fameuses 4 Arabies Saoudites, dit-on, qu'il faut développer tous les 10 ans, ne serait-ce que pour maintenir la production à niveau.
Vous voyez, on a un problème d'investissement, on a un phénomène de déclin naturel sous-jacent qui est le grand problème qui obsède les pétroliers. Dans l'industrie du pétrole, c'est Jean-François Münster, directeur scientifique de Total, qui m'avait dit ça. Le taux de déclin naturel, c'est l'équivalent du taux directeur de la Fed. C'est vraiment le repère essentiel. Voilà. Donc quand on parle du boom de telle ou telle forme de pétrole, il ne faut jamais oublier qu'on est engagé dans une course sur un tapis roulant qui court à, disons, si vous me passez l'expression, qui court à 5% par an de déclin. Okay, ça, c'est un petit rappel. J'ai pas fait, ça c'est moi qui me suis amusé à sommer la production des 5 majors historiques. Vous voyez qu'on a franchi un pic en 2004. Et que là, c'était en 2013, donc lorsque le baril était encore à un niveau qui permettait de financer tout, sauf peut-être l'Arctique. Non, c'est juste pétrole. C'est juste pétrole. Justement, les pétroliers ont tendance à pouvoir masquer ce phénomène en parlant d'équivalent pétrole et en mélangeant gaz et pétrole. Puisque le gaz a été développé plus tardivement dans l'histoire pétrolière, son déclin est retardé. C'est un peu cavalier et rapide de dire des choses comme ça, mais ça correspond à ça. On a commencé à vider ce verre-là plus tard. Toujours remise dans le contexte. Voilà, la mer du Nord reste le cas d'école d'un déclin géologique qui, no matter what, quels que soient les capex que vous mettez dedans, quels que soient les avantages fiscaux que vous accordez aux pétroliers, le verre est en train de très sérieusement se vider. Et pour nous, au Shift, c'est un sujet parce qu'on considère que l'Europe est probablement déjà sous contrainte écologique, sous contrainte géologique, disons, pour ses approvisionnements. Voilà pour le petit topo. Je vous remercie.